Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une théorie extrêmement intéressante et mystérieuse qui brise notre conception du monde environnant. Autrefois, j'avais l'idée de créer une vidéo où je comparerais les choses auxquelles croient les croyants et celles en lesquelles croient et prouvent les scientifiques. Je voulais montrer que la science moderne nous propose des théories si extraordinaires sur le fonctionnement de notre monde que toute fantaisie religieuse pâlit en comparaison. Mais une telle vidéo serait très longue, donc je la diviserai en parties. Aujourd'hui, à propos de l'une de ces théories étonnantes, commençons. Le 19 juillet 1982, à l'âge de 51 ans, un homme est décédé chez lui à McLean, Virginie, États-Unis. Cause de la mort, crise cardiaque. L'homme ne menait pas une vie saine. Il buvait pas mal d'alcool, fumait du tabac et ne s'en souciait guère, car il savait avec certitude qu'il était immortel. Et alors, direz-vous, juste un original et vous auriez tort. Cet homme était Hugh Everett, l'un des physiciens les plus célèbres du XXe siècle. Sa théorie de l'interprétation des mondes multiples, grâce à laquelle il se considérait immortel, est soutenue par de nombreux physiciens modernes, y compris par Stephen Hawking et Andrei Linde. Dans son livre « Une brève histoire du temps », Hawking discute de l'interprétation des multiples mondes comme l'une des manières d'interpréter la mécanique quantique, notant sa beauté et son élégance, mais mentionne également qu'elle est difficile à vérifier expérimentalement. Andrei Linde a indiqué que la théorie d'Everett est l'une des interprétations les plus radicales et captivantes de la mécanique quantique. Alors qui était Hugh Everett? Hugh Everett Thirth est né le 11e novembre 1930 à Washington, district de Columbia, dans une famille d'un avocat gouvernemental. Il a montré très tôt ses capacités intellectuelles, notamment lorsqu'il était enfant. Il a écrit à Albert Einstein avec des questions sur les paradoxes scientifiques, auxquelles Einstein a même répondu, trouvant ces questions intéressantes. Cela a confirmé le potentiel scientifique d'Everett. Après avoir obtenu un diplôme en génie chimique de l'Université catholique d'Amérique, Everett a décidé de passer à la physique et a intégré l'Université de Princeton. Là, il a développé sa fameuse théorie des nombreux mondes comme partie de sa thèse de doctorat. Sa femme, Nancy, a joué un rôle clé dans sa carrière, en aidant à imprimer ses travaux et sa thèse, ce qui a donné un élan à ses recherches scientifiques. Malgré l'innovation de sa théorie, Everett a rencontré des difficultés académiques et un scepticisme dans les cercles scientifiques, ce qui l'a poussé à quitter l'académie pour travailler au Pentagone. Là, il s'est occupé de l'application de méthodes mathématiques pour évaluer la probabilité d'une guerre nucléaire pendant la guerre froide. La plupart de ses travaux de cette période restent classifiés. Plus tard dans sa vie, Everett a fondé plusieurs entreprises spécialisées dans l'application de ses connaissances mathématiques dans les secteurs militaires et de la défense. Ces entreprises privées ont travaillé sur un large éventail de projets, allant des analyses de défense au système de traitement des données. Everett est décédé le 19 juillet 1982 d'une crise cardiaque, en partie due à son mode de vie malsain, y compris le tabagisme et la consommation d'alcool. Sa mort a été une grande perte pour le monde scientifique, mais ses idées continuent d'influencer le développement de la physique quantique et la philosophie des sciences. Mais de quoi parle sa célèbre théorie? Pour l'expliquer, utilisons des parallèles. Dans le monde des petites particules, des tailles d'un électron à certaines molécules, règnent des lois tout à fait étonnantes et contre-intuitives. Elles sont si étonnantes et non évidentes que même Einstein à son époque ne pouvait croire en leur existence. Pour expliquer comment cela se produit dans le micromonde, je ferai un parallèle avec notre monde, comme si ces lois commençaient à agir aussi dans celui-ci. Un jour, vous avez voulu lancer un ballon dans un panier de basket dans votre cour près de la maison. Je ne sais pas pour vous, mais je suis un mauvais lanceur. Je manquais souvent le panier, frappant plutôt le panneau
ou même le mur sur lequel le panneau était fixé. Je pense que vous jouez mieux au basketball que moi et que vous vous êtes amusé un moment à lancer le ballon dans le panier. Mais imaginons maintenant que quelqu'un a activé la loi du micro-monde dans votre cour. Maintenant que vous ou moi lancions le ballon les yeux fermés, il vole exactement comme avant. Vous ne voyez aucune différence. Mais lorsque vous fermez les yeux et lancez le ballon, la magie commence. Le ballon atteint des endroits où il ne pourrait normalement pas atteindre. Par exemple, dans le mur derrière le panneau, dans la fenêtre du voisin, ou sur mon chat, qui ne pourrait normalement rien atteindre. En analysant le comportement du ballon lorsque personne ne le regarde, on peut conclure que pendant son vol, le ballon existait simultanément dans toutes les directions possibles. Je sais que c'est incroyable, mais tout indique que tant que vous ne regardiez pas le ballon, il n'était pas vraiment un ballon. Il était énergie, onde radio, et volait dans toutes les directions à la fois. Et il ne volait pas seulement, il interagissait aussi avec lui-même, comme des ondes radio. Finalement, toutes ces ondes disparaissaient quelque part, et le ballon apparaissait quelque part, et heurtait un mur ou autre chose. Puis, vous, ouvrant les yeux avec étonnement, réalisiez que le ballon se retrouvait parfois là où il ne pouvait physiquement pas atteindre, étant solide et matériel. Par exemple, derrière le panneau, ou dans la fenêtre du voisin éloigné, ou sur la queue de mon chat. Il ne pouvait y arriver qu'en rebondissant sur quelque chose qui n'existe vraiment pas dans votre cour. Il reste seulement une possibilité. Le ballon étant dans un état de multiposition, pouvait rebondir et interagir seulement avec lui-même. Mais le ballon apparaissait dans des endroits inattendus, uniquement après que vous ouvriez les yeux, entendant le ballon heurter quelque chose. Et que se passerait-il si pendant le vol du ballon, vous ouvriez les yeux? Vous verriez un seul ballon qui volerait tranquillement dans l'air. Le ballon se matérialiserait au moment où vous le regarderiez et il continuerait à voler comme d'habitude. C'est votre attention, ou plus précisément l'effet de mesure, qui a fait que le ballon se matérialisait. Je vous le dis tout de suite, cela n'est pas spécifiquement lié à l'attention humaine, pas besoin de mystique. Seul l'effet d'interaction ou de mesure rend la particule matérielle, car la mesure, c'est en fait une interaction. Voilà l'une des énigmes étonnantes du monde quantique, et elle s'appelle la superposition quantique. La superposition peut également concerner d'autres phénomènes, comme la désintégration des atomes. Ce phénomène est parfaitement étudié, prouvé et utilisé, donc il est trop tard pour être surpris et dire que cela pourrait être une erreur. Mais les physiciens ne savent toujours pas exactement comment ce processus se déroule. La transformation de cet éphémère rien, énergie, probabilité en particules matérielles. Et à l'heure actuelle, l'explication la plus élégante de ce processus est justement l'interprétation des mondes multiples d'Everett. Mais elle n'est pas devenue telle immédiatement. Mais voici comment l'évolution des points de vue s'est déroulée. Revenons un peu en arrière dans le temps pour comprendre comment tout a commencé. Notre histoire commence avec Max Planck, qui a introduit l'idée des quanta d'énergie. Planck a proposé que l'énergie n'est pas continue, mais se compose de portions discrètes, ou quanta. Il a comparé cela à un compteur qui, au lieu de compter en douceur, le fait pas à pas. Cette idée est devenue la base des révolutions ultérieures en physique. Plus tard, Albert Einstein a étendu l'idée de Planck, proposant que la lumière peut également être considérée comme un flux de quanta, photons, qui se comportent à la fois comme des ondes et comme des particules. Cet concept, connu sous le nom de dualité onde-particule, a permis une meilleure compréhension des phénomènes tels que l'effet photoélectrique. Niels Bohr a pris ces idées et est allé encore plus loin, proposant l'interprétation de Copenhague. Il a affirmé que tant que nous n'observons pas une particule quantique, elle existe dans tous les états possibles simultanément. C'est précisément ce que nous avons essayé de reproduire dans notre expérience avec le ballon. C'est-à-dire, un électron peut être à la fois une onde et une particule, mais dès que nous l'observons, il choisit un état. Einstein n'était pas d'accord avec cette interprétation. Il a argumenté que la nature ne pouvait pas être aussi séparée de la réalité, et il est devenu célèbre pour sa phrase « Dieu ne joue pas aux dés ».
La réponse à cela a été la célèbre pensée sur le chat de Schrödinger, proposée par Erwin Schrödinger. À ce stade de l'écriture du scénario, mon chat est monté sur mon bureau et m'a regardé sévèrement dans les yeux. Là, j'ai réalisé que je devais parler en détail de cette cruelle expérience mentale. Il est évident que Schrödinger n'avait pas de chat, donc personne ne lui a interdit d'inventer une telle expérience cruelle, bien que théorique. Il a décrit une situation théorique où un chat est enfermé dans une boîte avec un dispositif qui libère du poison lorsque l'atome d'une substance radioactive également présent dans la boîte se désintègre. Tout atome radioactif est également soumis aux lois quantiques. Donc, selon la mécanique quantique, l'atome existe dans une superposition de deux états, désintégré et non désintégré. Cet état est maintenu jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte et regardions à l'intérieur. En fait, comme nos ballons qui volaient dans toutes les directions simultanément, tant que nos yeux étaient fermés. Lorsque nous ouvrons la boîte, nous voyons si le chat est vivant ou non. Mais jusqu'à ce moment, puisque le chat est théoriquement lié à l'atome et avec lui, il est en superposition dans les deux états à la fois vivant et mort. La théorie est intéressante, bien que pas très favorable au chat, mais dans les années 50 du XXe siècle, le docteur Hugh Everett a exprimé une nouvelle opinion en opposition à Schrödinger. Il a proposé que tous les événements possibles se produisent simultanément, chacun dans son propre univers parallèle. C'était radical et à l'époque, cela semblait fantastique. Mais c'est précisément cette interprétation des mondes multiples qui a permis de résoudre de nombreux paradoxes de la mécanique quantique, indiquant que dans chaque univers, une réalité propre est possible, inaccessible aux autres. Prenons l'exemple de nos ballons. Lorsque vous avez lancé le ballon les yeux fermés, le ballon est devenu une multitude d'options de vol, une vague éphémère. Mais lorsque vous avez ouvert les yeux, toutes ces options sont devenues des univers séparés, dans lesquels le ballon est apparu chacun à sa place. Et ces univers continuent de se développer indépendamment, bien sûr se divisant à nouveau à chaque changement d'état de chaque particule quantique. Cette théorie est un peu similaire à un modèle informatique. C'est pourquoi des idées émergent récemment, selon lesquelles nous vivons réellement dans une simulation cosmique incompréhensible. Mais nous nous sommes égarés. La théorie d'Everett n'a initialement pas été appréciée par de nombreux physiciens. En mars et avril 1959, Everett a visité Copenhague à la demande de son directeur de recherche John Wheeler pour rencontrer Niels Bohr, le père de l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. La visite a été un désastre complet. Bohr a rejeté l'approche d'Everett dans son ensemble, défendant l'approche de Copenhague pour la mesure. La faille conceptuelle entre leurs positions était trop grande pour permettre toute rencontre des esprits. Leon Rosenfeld, l'un des partisans de Bohr, a appelé Everett incroyablement stupide et a dit qu'il ne pouvait pas comprendre les choses les plus simples en mécanique quantique. Plus tard, Everett a décrit cette expérience comme un enfer, condamné dès le début. Mais le temps a passé et les scientifiques ont reconnu la théorie d'Everett comme plus élégante et plausible que les autres. Continuons. Dans la théorie d'Everett, tout événement qui change la superposition d'une particule quantique crée de nouveaux univers qui fonctionnent indépendamment. Mais notre comportement, nos actions ou nos décisions sont le résultat de nombreux changements quantiques de la superposition des particules élémentaires et peuvent également être considérés comme tels, générant de nouveaux univers. Et là, mon chat s'est approché de moi et en espérant au félin, a demandé à transmettre ce message aux spectateurs. Ceux parmi les spectateurs qui mettent un like ou un dislike à cette vidéo maintenant, et si possible, s'abonnent à la chaîne, vivront dans un monde conceptuellement différent de ceux qui ne le feront pas. C'est ce que je vous transmets. Qui suis-je pour contester un chat qui parle espéranto? Nous abordons maintenant la prochaine conception excitante et philosophique qui émerge de l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. L'immortalité quantique. Cette idée fait partie des réflexions philosophiques plus larges qui découlent de la mécanique quantique, et en particulier de la théorie de Hugh Everett. Commençons par une analogie qui aidera à mieux comprendre ce concept. Selon Everett, il existe un nombre immense d'univers parallèles, où chaque choix que vous faites
chaque événement aléatoire mène à la division en de nouveaux univers. Dans certains de ces univers, nous pouvons mourir à la suite d'accidents ou de maladies, mais dans d'autres, vous continuez à vivre. L'immortalité quantique affirme que notre moi conscient se sentira toujours vivant dans ces univers où nous avons survécu, indépendamment du nombre d'autres nous qui sont morts dans d'autres univers. Nous ne nous souvenons pas de nos morts dans d'autres univers, bien que nous voyions beaucoup de morts d'autres personnes. Nous nous sommes simplement séparés d'eux dans les univers. Il existe des univers où ils ont vu notre mort. Néanmoins, nous sommes vivants et continuons de regarder cette vidéo. Pour mieux comprendre cette théorie, il existe une expérience de pensée appelée suicide quantique. Quelque chose me dit que ni dans le choix du nom de l'expérience, ni dans ses détails, mon chat n'a été impliqué. L'essence de l'expérience est similaire à celle de Schrödinger. Nous avons une chambre sécurisée, un fusil et un atome de matériau radioactif qui peut se désintégrer. Et voilà, nous connectons la gâchette du fusil pointée sur nous à ce matériel et nous attendons. Si l'atome se désintègre après un certain temps, c'est la fin pour nous. Le fusil tire, et sinon, nous en sortons vivants. Et là, nous entrons dans la chambre. Lorsque nous entrons, nous avons notre conscience, notre mémoire, notre compte bancaire et un rendez-vous chez le dentiste. Nous nous asseyons devant le fusil et attendons. Mais l'état du fusil dépend de l'atome, et l'atome est en superposition. Il peut se désintégrer et ne pas se désintégrer. Plus précisément, selon Everett, dans un univers, il se désintégrera et dans un autre, non. Dans l'univers où l'atome s'est désintégré, le dentiste ne nous attendra pas. Mais dans l'univers où nous avons survécu, nous conserverons notre conscience. C'est-à-dire, nous entrerons dans la chambre et en sortirons vivants et indemnes, sans rien ressentir de l'autre option. Notre conscience ne remarquera rien. Il nous semblera que nous avons simplement eu de la chance. Et cela engendre l'idée que rien ne peut nous tuer. Car dans n'importe quelle situation, il y aura deux résultats quantiques essentiels, rester en vie ou non. Et il restera toujours un univers où notre conscience continuera d'exister. Néanmoins, je ne recommanderais pas de mener de telles expériences sur soi-même. Laissons-les rester dans le domaine théorique. La notion d'immortalité quantique a émergé après la mort d'Everett, mais si l'on en juge par son comportement et ses déclarations, il est parvenu lui-même à ces postulats. L'histoire tragique de la famille Hugh Everett comprend le suicide de sa fille Elizabeth Everett. Elle est morte en 1996, ayant bu du poison. Ce cas reflète les profonds problèmes psychologiques auxquels elle a été confrontée. Elizabeth a lutté contre la dépression et d'autres problèmes mentaux pendant de nombreuses années, et son départ est souvent considéré comme faisant partie d'une tragédie plus large qui a enveloppé sa famille. Selon certaines sources, le suicide d'Elizabeth aurait pu être partiellement inspiré par la philosophie de son père. Elle, comme beaucoup d'autres familiers avec l'interprétation multiverse de la mécanique quantique, aurait pu envisager l'idée de l'immortalité quantique dans le contexte de sa propre vie et de sa mort. Il y a des opinions selon lesquelles elle pensait être dans l'un des univers malheureux et que sa conscience continuerait d'exister dans d'autres univers plus heureux. Son suicide est devenu un rappel très tangible que les idées scientifiques théoriques peuvent avoir des impacts profonds et imprévisibles sur la vie personnelle et le bien-être des gens. Les partisans de la théorie d'Everett soulignent souvent que cette notion a un impact profond non seulement sur la recherche scientifique, mais aussi sur les produits culturels, en particulier les films et la littérature. L'interprétation multiverse de la mécanique quantique est devenue la base de nombreux films et livres où les personnages sautent entre différentes réalités ou vivent des vies parallèles. Cela se manifeste dans des films populaires tels que Doctor Strange, où le personnage principal utilise des possibilités quantiques pour lutter contre le mal dans différentes dimensions. Cette théorie nourrit également le genre populaire de la science-fiction, avec ses scénarios classiques et si. Elle permet aux auteurs d'expérimenter avec des idées sur le choix, les conséquences et l'identité, en explorant des situations hypothétiques où différents choix des personnages conduisent à des trajectoires de vie très différentes. Dans la littérature, par exemple, le livre Matière sombre de Blake Crouch
raconte l'histoire d'un physicien qui se découvre dans un labyrinthe infini de mondes, chacun reflétant différents chemins de vie qu'il aurait pu prendre. Dans la vie, l'immortalité quantique pourrait influencer le paradoxe du survivant. Rappelons que le paradoxe du survivant est une erreur conceptuelle ou une distorsion statistique qui survient lorsqu'une analyse est basée uniquement sur des informations sur des objets ou des personnes qui ont survécu à un certain processus de sélection, en ignorant ceux qui n'ont pas survécu ou n'ont pas réussi. Cela peut conduire à des conclusions incorrectes et à des évaluations erronées des risques, car l'échantillon n'est ni complet ni représentatif. C'est-à-dire, dans les mondes où il y a des survivants dans des situations extrêmement critiques en raison de l'immortalité quantique, il peut sembler que ces situations critiques ne sont pas si sûres. Par exemple, je sais certainement une telle situation. Je pense à tort que je peux tranquillement finir mon café quand le chat me demande de lui donner des croquettes. Au fond de moi, je sens que je fais une erreur fatale. Hugh Everett, bien qu'il soit connu pour son interprétation multiverse de la mécanique quantique, n'a malheureusement pas laissé beaucoup de citations ou de déclarations célèbres sur sa théorie par rapport à d'autres figures éminentes du monde scientifique, comme Albert Einstein ou Richard Feynman. La plupart de ses publications et commentaires ont été exprimés sous forme d'articles scientifiques et de conférences, et peuvent donc sembler un peu techniques et spécifiques. Cependant, il y a quelques idées clés et déclarations qui peuvent illustrer son approche et ses vues philosophiques. Sur l'existence d'univers parallèles. Selon ma théorie, chaque univers se ramifie en de nombreux autres univers à chaque interaction quantique qui a plus d'un résultat possible. Sur l'observation en mécanique quantique. Nous ne pouvons jamais observer les univers non observés. Nous ne pouvons que tirer des conclusions sur leur existence et leurs propriétés à travers un modèle théorique abstrait. Sur son attitude envers sa théorie, mon interprétation n'est pas la vérité finale sur la nature de la réalité, mais juste l'une des interprétations possibles, qui a ses avantages et ses inconvénients. Sur l'observation et la réalité, tous les éléments de la théorie formelle sont également réels, c'est-à-dire irréels. Sur la position philosophique de sa théorie, cela rend inutile le concept d'observation qui interfère avec la définition de l'état du système. Ma conclusion globale est une interprétation de la mécanique quantique qui renonce à essayer de décrire une réalité objective et se concentre exclusivement sur l'appareil formel et les résultats des mesures. Sur l'existence d'univers parallèles, le modèle contient non pas un, mais de nombreux univers qui existent parallèlement. Dans chacun d'eux, tout se passe de la même manière jusqu'au moment de l'interaction quantique. La théorie des multiverses de Hugh Everett, bien qu'elle ait semblé rejetée et non acceptée au début, a finalement trouvé sa place dans le monde scientifique, ouvrant la porte à de nouvelles façons de penser la réalité et notre rôle dans l'univers. Les idées d'Everett sur les univers parallèles et les divisions quantiques sont devenues la clé pour comprendre les questions complexes de la mécanique quantique, ont influencé le développement de la science-fiction et ont inspiré des réflexions philosophiques sur la vie, le choix et la mort. Son héritage est une fenêtre sur les possibilités infinies qui peuvent exister simultanément dans une multitude de réalités, nous rappelant que nos décisions et nos actions ont de l'importance non seulement ici et maintenant, mais aussi dans des millions d'autres univers que nous pouvons seulement imaginer. Merci à tous pour avoir regardé. Vivez éternellement et heureusement, et que le chat soit avec vous. Et il n'est certainement pas contre.